Il existe des hommes dont le nom résonne comme une fissure dans l'histoire. Des hommes qui ont franchi des frontières invisibles, déchiré des empires, brisé des mondes entiers avec une poignée de soldats et une volonté de fer. Hernán Cortés est l'un d'eux. Mais qui était-il vraiment ? Un héros courageux qui a ouvert les portes d'un nouveau monde ? Un traître rusé qui a utilisé la duplicité comme arme principale ? Un aventurier avide d'or et de gloire ? Ou simplement un homme de son temps, pris dans l'engrenage implacable d'une époque où la conquête était la norme et la violence une langue universelle ? Pourquoi cet homme, parti avec quelques centaines de soldats, a-t-il réussi à renverser un empire qui comptait des millions de sujets ? Comment a-t-il pu transformer des alliés en ennemis, des ennemis en alliés, et finalement, comment a-t-il changé le visage du monde pour toujours ? L'histoire de Cortés n'est pas simple. Elle ne se résume pas à une bataille glorieuse ou à une conquête héroïque. C'est une histoire de calcul, de manipulation, de trahison, de sang et d'or. C'est l'histoire d'un homme qui a osé défier son propre gouverneur, brûler ses propres navires pour empêcher ses hommes de fuir et négocier avec des peuples qu'il ne comprenait pas, dans une langue qu'il ne parlait pas, pour atteindre un objectif impossible. C'est aussi l'histoire d'un effondrement, celui d'une civilisation millénaire, balayée en quelques années par des maladies, des armes inconnues et des alliances fragiles. Mais c'est également l'histoire d'une transformation, celle d'un continent entier remodelé par la violence, la religion et le commerce. Avant que Cortés ne pose le pied sur les terres du Mexique, le monde était différent. Deux univers séparés par un océan immense coexistaient sans se connaître. D'un côté, l'Europe, fragmentée en royaumes rivaux, sortait à peine du Moyen Âge. De l'autre, les Amériques abritaient des civilisations complexes, des villes immenses, des temples majestueux et des systèmes politiques sophistiqués. Les Aztèques, ou Mexicas comme ils se nommaient eux-mêmes, dominaient une vaste région appelée l'Anahuac. Leur capitale, Tenochtitlan, était une merveille architecturale construite sur un lac, reliée à la terre ferme par des chaussées monumentales. Ces temples s'élevaient vers le ciel, ces marchés grouillaient de milliers de personnes, et ces canaux servaient de routes aquatiques pour le commerce et le transport. C'était une ville plus grande et plus propre que Paris ou Londres à la même époque. Mais pour les Européens, ce monde n'existait tout simplement pas. Ils ne connaissaient que les récits mythiques des Indes, les épices de l'Orient et les légendes de royaumes lointains regorgeant d'or. Hernán Cortés est né en 1485 à Medellín, une petite ville d'Estrémadure, une région aride et pauvre de l'ouest de l'Espagne. Sa famille appartenait à la petite noblesse, une classe sociale coincée entre les paysans et les grands seigneurs, possédant assez de fierté pour se sentir supérieur, mais pas assez de richesse pour vivre confortablement. Son père, Martín Cortés de Monroy, était un officier de cavalerie sans fortune. Sa mère, Catalina Pizarro Altamirano, descendait d'une lignée respectable mais tout aussi modeste. Hernán était un enfant maladif, fragile, souvent malade. Ses parents espéraient qu'il ferait carrière dans le droit ou dans l'église, deux voies classiques pour un garçon intelligent mais sans héritage. À 14 ans, ils l'envoyèrent à Salamanque, l'une des universités les plus prestigieuses d'Europe, pour étudier le droit. Mais Cortés n'était pas fait pour les livres et les salles de classe. Il s'ennuyait. Il rêvait d'aventure, de gloire, de richesse. Après 2 ans, il abandonna ses études et retourna chez ses parents. Son père était furieux. Sa mère, inquiète. Que ferait-il de sa vie ? À cette époque, l'Espagne était en pleine effervescence. Christophe Colomb avait découvert les Amériques en 1492. Les récits de terres nouvelles, d'or facile et de peuples exotiques enflammaient l'imagination de toute une génération.
Des hommes partaient par centaines, parfois par milliers, vers les Indes occidentales, comme on appelait alors les Caraïbes. Cortés, jeune, ambitieux et sans avenir en Espagne, décida de tenter sa chance. En 1504, à 19 ans, il s'embarqua pour le Nouveau Monde. Le voyage fut long, pénible, traversé de tempêtes et de maladies. Mais quand il arriva à Hispaniola, l'actuelle République dominicaine, il découvrit un monde en pleine construction. Des colonies espagnoles s'établissaient partout, des villes naissaient, des fortunes se faisaient et se défaisaient. Cortés reçut une parcelle de terre et des indigènes pour la travailler, une pratique appelée encomienda. C'était une forme d'esclavage déguisé, où les colons espagnols exploitaient la main-d'œuvre locale en échange de leur prétendue protection et évangélisation. Cortés ne devint pas riche, mais il apprit les rouages du pouvoir colonial. Il comprit comment manipuler les administrateurs, comment négocier avec les indigènes, comment utiliser la violence quand c'était nécessaire et la diplomatie quand c'était plus utile. Pendant plusieurs années, Cortés vécut à Hispaniola sans se distinguer particulièrement. Il participa à quelques expéditions mineures, s'enrichit modestement, prit une maîtresse indigène. Mais il voulait plus. En 1511, il rejoignit une expédition à Cuba dirigée par Diego Velázquez, un conquistador ambitieux qui deviendrait gouverneur de l'île. Cortés se lia d'amitié avec Velázquez et devint son secrétaire. C'était une position stratégique. Il avait accès aux informations, aux décisions politiques, aux réseaux de pouvoir. Mais Cortés était impulsif. Il avait une liaison avec Catalina Juárez, une jeune femme de bonne famille. Velázquez insista pour qu'il l'épouse afin de respecter les convenances. Cortés refusa d'abord, ce qui provoqua un scandale. Velázquez, furieux, le fit arrêter et emprisonner. Mais Cortés s'échappa, se réfugia dans une église, puis négocia sa libération en acceptant finalement d'épouser Catalina. Ce mariage forcé marqua le début d'une relation complexe et conflictuelle avec Velázquez. Les deux hommes se méfiaient l'un de l'autre, mais avaient besoin l'un de l'autre. Cortés était intelligent et charismatique. Velázquez était puissant et bien connecté. Pour le moment, leur alliance tenait. À Cuba, Cortés prospéra. Il obtint des terres, des mines, des encomiendas. Il devint alcalde, une sorte de maire de la petite ville de Santiago. Il se fit respecter, voire craindre. Mais il restait frustré. Il voulait accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui le ferait entrer dans l'histoire. Et cette opportunité allait se présenter. En 1517, une expédition dirigée par Francisco Hernández de Córdoba partit explorer les côtes du Yucatan. Les Espagnols découvrirent des villes en pierre, des temples impressionnants, des gens vêtus de tissus raffinés et portant des bijoux en or. Ce n'étaient pas les Caraïbes primitives qu'ils connaissaient, c'était une civilisation avancée. L'année suivante, en 1518, une deuxième expédition dirigée par Juan de Grijalva confirma ces découvertes. Les Espagnols rapportèrent des objets en or, des récits de villes fabuleuses et d'un empire puissant à l'intérieur des terres. Velázquez comprit immédiatement le potentiel. Il organisa une troisième expédition, plus grande, plus ambitieuse. Et il choisit Hernán Cortés pour la diriger. Pourquoi Velázquez choisit-il Cortés ? Probablement parce qu'il le connaissait bien, qu'il le savait compétent et capable de lever des fonds. Mais aussi parce qu'il pensait pouvoir le contrôler. Cortés n'avait pas assez d'argent personnel pour financer une grande expédition. Il dépendrait donc de Velázquez. Ou du moins, c'est ce que Velázquez croyait. Cortés accepta avec enthousiasme. Il emprunta de l'argent, vendit ses biens, recruta des hommes. Il acheta des navires, des armes, des provisions. Il promit de l'or et de la gloire à tous ceux qui le suivraient. En quelques mois,
Il rassembla une flotte de 11 navires, environ 500 soldats, 16 chevaux, 14 canons et une poignée de chiens de guerre. C'était une petite armée, mais bien équipée pour l'époque. Cortés était prêt à partir. Mais Velázquez commençait à avoir des doutes. Cortés était trop indépendant, trop ambitieux. Il dépensait trop d'argent, recrutait trop d'hommes. Velázquez craignait de perdre le contrôle de l'expédition. Il envoya des messagers pour annuler l'ordre de départ. Mais Cortés, informé de ses intentions, agit rapidement. Au début de l'année 1519, il leva l'ancre en secret et quitta Cuba avant que Velázquez ne puisse l'arrêter. C'était un acte de rébellion ouverte. Cortés venait de défier son propre gouverneur. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La flotte vogua vers l'ouest, longeant la côte du Yucatan. Les premiers jours furent marqués par l'incertitude. Les hommes se demandaient où ils allaient exactement, ce qu'ils trouveraient, s'ils reviendraient vivants. Cortés, lui, savait une chose, il devait réussir. Échouer signifierait la ruine, peut-être la mort. En février 1519, les navires atteignirent l'île de Cozumel, au large de la côte mexicaine. Là, Cortés fit une découverte cruciale. Il apprit qu'un Espagnol, Jerónimo de Aguilar, vivait parmi les Mayas depuis plusieurs années. Aguilar avait survécu à un naufrage en 1511 et avait été capturé par les Mayas. Il avait appris leur langue et leurs coutumes. Cortés le fit libérer et l'intégra à son expédition. Aguilar devint son premier interprète, un outil indispensable pour communiquer avec les peuples locaux. Mais ce n'était que le début. Plus tard, lors d'une escarmouche avec les Mayas de Tabasco, Cortés reçut en cadeau 20 femmes esclaves, un geste de paix après une bataille sanglante. Parmi elles se trouvait une jeune femme nommée Malincine, que les Espagnols appelèrent Marina, et que l'histoire connaîtrait sous le nom de la Malinche. Elle parlait nahuatl, la langue des Aztèques, et maya. Avec Aguilar, elle forma une chaîne linguistique. Marina traduisait du nahuatl au maya, Aguilar du maya à l'espagnol. Mais Marina était bien plus qu'une interprète. Elle était intelligente, stratégique, et comprenait rapidement les intentions de Cortés. Elle devint sa conseillère, sa maîtresse, et finalement, la mère de son fils. Sans elle, la conquête du Mexique aurait été impossible. En avril 1519, Cortés et ses hommes débarquèrent près de l'actuelle Veracruz. Ils furent accueillis par des émissaires de Moctezuma II, l'empereur aztèque. Ces envoyés apportaient des cadeaux somptueux, des masques en or, des bijoux, des plumes précieuses, des tissus finement brodés. Mais ils apportaient aussi un message clair. L'empereur savait que les Espagnols étaient là, et il ne voulait pas qu'ils avancent vers l'intérieur des terres. Cortés, fasciné par l'or, comprit immédiatement qu'il touchait à quelque chose d'immense. Il envoya ses propres émissaires à Moctezuma, affirmant qu'il venait au nom du roi d'Espagne et qu'il devait rencontrer l'empereur en personne. Moctezuma, troublé par ces étrangers, consulta ses prêtres et ses conseillers. Qui étaient ces hommes à la peau pâle, barbus, montés sur des animaux gigantesques? Étaient-ils des dieux? Des envoyés du dieu Quetzalcoatl, qui selon la légende devait revenir d'Orient? Les Aztèques croyaient en de nombreuses prophéties, et l'arrivée des Espagnols semblait correspondre à certaines d'entre elles. Moctezuma hésitait. Il envoya plus de cadeaux, espérant peut-être apaiser ces visiteurs inquiétants. Mais chaque cadeau ne faisait que renforcer la détermination de Cortés. Il voulait voir la source de cet or. Pendant ce temps, Cortés faisait face à un problème majeur. Certains de ses hommes voulaient rentrer à Cuba. Ils avaient peur, ils trouvaient l'entreprise trop dangereuse. Cortés savait qu'il devait agir radicalement pour éliminer
toute possibilité de désertion. Il prit alors une décision audacieuse et impitoyable. Il ordonna de détruire ses propres navires. Certaines sources disent qu'il les coula, d'autres qu'il les fit échouer et démanteler. Le résultat était le même. Ces hommes ne pouvaient plus fuir. Ils ne pouvaient qu'avancer ou mourir. Cette décision, souvent romancée comme un acte de courage héroïque, était en réalité une manipulation froide et calculée. Cortés venait de transformer ses soldats en prisonniers de leur propre expédition. Mais cela fonctionna. Les hommes comprirent qu'il n'y avait plus de retour possible. Ils devaient suivre Cortés jusqu'au bout. Avant de marcher vers Tenochtitlan, Cortés fonda une ville, Villarrica de la Veracruz, l'actuelle Veracruz. C'était un acte politique. En créant une municipalité, Cortés établissait une autorité légale indépendante de Velázquez. Il se fit élire capitaine général et justicia mayor par ses propres hommes, s'arrogeant ainsi un pouvoir légitime, du moins en théorie. C'était une manœuvre juridique brillante. Il n'était plus un simple explorateur désobéissant à son gouverneur. Il était désormais un représentant direct du roi d'Espagne. Ou du moins, il prétendait l'être. En réalité, il s'agissait d'une rébellion déguisée en acte légal. Mais peu importait. Cortés avait toujours été doué pour naviguer dans les zones grises de la loi. En août 1519, Cortés commença sa marche vers l'intérieur des terres avec environ 400 soldats espagnols, 15 chevaux et plusieurs milliers d'alliés indigènes. Car c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Cortés ne conquit pas le Mexique seul. Il ne le conquit même pas principalement avec ses propres troupes. Il le conquit en exploitant les divisions internes de l'Empire aztèque. Les Aztèques, malgré leur puissance, n'étaient pas aimés. Ils dominaient par la force et exigeaient de lourds tributs des peuples conquis. Ils pratiquaient également des sacrifices humains à grande échelle, capturant des prisonniers lors de guerres rituelles pour les offrir à leurs dieux. Ces pratiques terrifiaient et révoltaient de nombreux peuples soumis. Cortés comprit rapidement cette situation. Il se présenta comme un libérateur, un allié potentiel contre la tyrannie aztèque. Et beaucoup de peuples, désespérés ou opportunistes, crurent en lui. Le premier test majeur vint avec les Tlaxcaltèques, un peuple fier et guerrier qui résistait depuis des décennies à la domination aztèque. Encerclés par l'Empire, les Tlaxcaltèques vivaient dans un état de guerre permanente, isolés, mais farouchement indépendants. Quand Cortés et ses hommes entrèrent sur leur territoire, les Tlaxcaltèques les attaquèrent. Une série de batailles sanglantes s'ensuivit. Les Espagnols étaient en infériorité numérique, mais leurs armes à feu, leurs chevaux et leurs tactiques militaires européennes leur donnaient un avantage. Les Tlaxcaltèques n'avaient jamais vu de chevaux. Pour eux, c'étaient des créatures monstrueuses. Les canons et les arquebuses produisaient un bruit terrifiant et tuaient à distance. Mais les Tlaxcaltèques étaient courageux et tenaces. Ils s'adaptèrent rapidement, évitant les charges de cavalerie, ciblant les chevaux plutôt que les cavaliers. Les combats furent acharnés. Cortés lui-même fut blessé. Mais finalement, les Tlaxcaltèques comprirent qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Espagnols. Et surtout, ils virent une opportunité. Cortés leur proposa une alliance contre les Aztèques. Les Tlaxcaltèques, pragmatiques, acceptèrent. Cette alliance fut décisive. Elle donna à Cortés des milliers de guerriers expérimentés, des guides locaux, des renseignements sur l'Empire aztèque et une légitimité auprès d'autres peuples opprimés. Sans les Tlaxcaltèques, Cortés n'aurait jamais atteint Tenochtitlan. La route vers la capitale aztèque traversait Cholula, une ville sainte et prospère, alliée de Moctezuma. Cortés y fut accueilli avec méfiance. Les Tlaxcaltèques, ennemis jurés des Cholulans, avertirent Cortés d'un complot. Selon eux,
les Cholulans préparaient une embuscade pour massacrer les Espagnols. Marina, l'interprète de Cortés, confirma ces rumeurs après avoir interrogé une femme locale. Vrai complot ou paranoïa justifiée? On ne le saura jamais avec certitude. Mais Cortés ne prit aucun risque. Il ordonna une attaque préventive. Les Espagnols et leurs alliés tlaxcaltèques massacrèrent des milliers de Cholulans en quelques heures. Les rues furent inondées de sang, les temples incendiés, les survivants terrorisés. Ce massacre envoya un message clair à tous les peuples de la région. Cortés était impitoyable. Il ne tolérerait aucune trahison, réelle ou imaginaire. Pour certains historiens, Cholula fut un acte de brutalité calculé, destiné à inspirer la peur. Pour d'autres, c'était une réaction légitime face à un danger imminent. Pour les Tlaxcaltèques, c'était une vengeance satisfaisante contre un vieil ennemi. Pour les Aztèques, c'était un signal inquiétant. Qui étaient ces étrangers capables de détruire une ville entière en une journée? Moctezuma, à Tenochtitlan, suivait les événements avec une anxiété croissante. Il envoya de nouveaux émissaires à Cortés, le suppliant de ne pas venir. Il offrit encore plus d'or, encore plus de cadeaux. Mais Cortés avançait inexorablement. En novembre 1519, après des mois de marche à travers des montagnes, des volcans et des vallées, les Espagnols atteignirent enfin le sommet d'une crête et découvrirent la vallée de Mexico. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Une immense étendue d'eau, parsemée d'îles et de villes, dominée par Tenochtitlan. La capitale aztèque brillait sous le soleil, ses pyramides blanches se dressant vers le ciel, ses canaux reflétant la lumière. C'était une vision presque irréelle, comme une cité sortie d'un rêve. Les soldats espagnols, venus de petites villes d'Estrémadure ou d'Andalousie, n'avaient jamais rien vu de tel. Même Cortés, pourtant peu enclin à l'émerveillement, fut impressionné. Bernal Díaz del Castillo, un soldat qui participa à l'expédition et écrivit plus tard ses mémoires, décrivit ce moment avec une émotion palpable. Il compara Tenochtitlan aux villes enchantées des romans de chevalerie. Certains soldats se demandèrent s'ils rêvaient. Mais c'était bien réel, et ils s'apprêtaient à y entrer. Le 8 novembre 1519, Cortés et ses hommes traversèrent la chaussée de Iztapalapa, l'une des grandes voies qui reliait Tenochtitlan à la terre ferme. Des milliers de curieux se massaient sur les rives pour observer ces étrangers. Des canots glissaient sur les canaux. L'air était rempli de murmures, de cris, d'exclamations. Les Espagnols avançaient en ordre serré, armés, méfiants, fascinés. Au milieu de la chaussée, Moctezuma attendait. L'empereur aztèque, souverain d'un empire de plusieurs millions de sujets, maître absolu de territoires immenses, sortit à la rencontre de Cortés. Il était vêtu de ses plus beaux atours, porté sur une litière dorée, entouré de ses nobles et de ses prêtres. Quand il descendit de sa litière, des serviteurs étendirent des tapis pour que ses pieds ne touchent pas le sol. Cortés s'approcha et, selon la coutume européenne, tenta de l'embrasser. Mais les nobles aztèques, scandalisés, l'en empêchèrent. On ne touchait pas l'empereur. Moctezuma accueillit Cortés avec une courtoisie formelle. Il lui offrit un collier de fleurs et de coquillages précieux. Cortés lui donna un collier de perles de verre, un échange symbolique mais dérisoire. Les deux hommes se regardèrent. Ils ne parlaient pas la même langue, ne partageaient pas la même culture, ne comprenaient pas le monde de la même manière. Mais ils étaient désormais liés par le destin. L'un croyait peut-être accueillir des dieux. L'autre voyait une occasion de s'emparer d'un empire. Moctezuma logea les Espagnols dans le palais d'Axayacatl,
un immense complexe situé au cœur de Tenochtitlan. Les Espagnols furent stupéfaits par le luxe et l'organisation de la ville. Les rues étaient propres, les marchés regorgeaient de produits variés: maïs, haricots, tomates, cacao, plumes, tissus, céramique, animaux vivants. Le système de canaux permettait un transport efficace des marchandises. Les jardins flottants, appelés chinampas, produisaient des quantités impressionnantes de nourriture. Les temples, bien que couverts de sang séché des sacrifices, étaient architecturalement magnifiques. Mais les Espagnols étaient aussi profondément mal à l'aise. Ils étaient quelques centaines dans une ville de plus de 200 000 habitants. Ils étaient entourés, observés, jugés. Les chaussées qui reliaient Tenochtitlan à la terre ferme pouvaient être coupées à tout moment, les transformant en prisonniers. Cortés comprit rapidement qu'il était dans une position vulnérable. Il devait prendre le contrôle de la situation. Et pour cela, il eut une idée audacieuse et désespérée: capturer Moctezuma. Une semaine après leur arrivée, Cortés trouva un prétexte. Il accusa Moctezuma d'avoir ordonné une attaque contre un poste espagnol sur la côte. C'était probablement vrai, mais cela n'avait guère d'importance. Cortés et ses capitaines se rendirent au palais de Moctezuma, accompagnés de quelques soldats, et exigèrent que l'empereur les suive. Moctezuma, choqué, refusa d'abord. Mais Cortés insista, mêlant menaces et persuasion. Pendant des heures, les deux hommes négocièrent. Finalement, Moctezuma céda. Peut-être par peur, peut-être par calcul, peut-être par résignation face à ce qu'il percevait comme la volonté des dieux, il accepta de venir vivre dans le palais où logeaient les Espagnols, officiellement en tant qu'invité, mais en réalité en tant que prisonnier. Ce coup de force était incroyable. Comment quelques centaines d'étrangers avaient-ils pu capturer l'empereur le plus puissant d'Amérique, au cœur de sa propre capitale, entouré de milliers de guerriers? Plusieurs facteurs expliquent cette réussite. D'abord, l'audace pure de Cortés. Ensuite, la confusion de Moctezuma, qui ne savait pas comment réagir face à des adversaires si différents. Enfin, la discipline des Espagnols, qui maintinrent une façade de respect tout en gardant l'empereur sous surveillance constante. Moctezuma continuait à gouverner, à donner des ordres, à recevoir des tributs. Mais il était désormais l'otage de Cortés. Pendant plusieurs mois, cette situation étrange perdura. Cortés utilisa Moctezuma comme intermédiaire pour contrôler l'Empire. Il ordonna la collecte de tribut, exigea de l'or en quantité toujours plus grande. Les Aztèques, désorientés, obéirent. Certains nobles commençaient à murmurer contre Moctezuma, l'accusant de faiblesse. Mais l'empereur, prisonnier de ses propres doutes et de la force espagnole, restait passif. Cortés, lui, explorait Tenochtitlan, prenait des notes, évaluait les forces ennemies, planifiait. Il fit ériger une croix chrétienne dans le grand temple, provoquant la colère des prêtres aztèques. Il détruisit des idoles, sacrilège suprême. Mais Moctezuma, toujours prisonnier, ne réagissait pas. Pourquoi cette passivité? Certains historiens pensent que Moctezuma était paralysé par la peur. D'autres suggèrent qu'il croyait sincèrement que les Espagnols étaient des envoyés divins et qu'il ne pouvait s'opposer à eux. D'autres encore pensent qu'il jouait un jeu complexe, attendant le bon moment pour renverser la situation. Nous ne saurons jamais ce qui se passait vraiment dans la tête de Moctezuma. Ce qui est certain, c'est que sa captivité changea tout. Mais au printemps 1520, un nouveau problème surgit pour Cortés. Diego Velázquez, le gouverneur de Cuba, n'avait pas oublié la désobéissance de Cortés. Il envoya une force de 1400 soldats, 80 chevaux, 20 canons et 9 navires, dirigés par Panfilo de Narvaez, pour arrêter Cortés et reprendre le contrôle de l'expédition.
Cortés apprit la nouvelle alors qu'il était à Tenochtitlan. Il se trouvait face à un dilemme. S'il restait dans la capitale, Narvaez prendrait le contrôle de Veracruz et couperait ses lignes de communication. S'il partait affronter Narvaez, il laisserait Tenochtitlan sous un contrôle fragile. Il prit une décision risquée. Il laissa à Tenochtitlan une garnison de 80 hommes sous le commandement de Pedro de Alvarado, un capitaine compétent mais impulsif. Puis il prit le reste de ses troupes et marcha vers la côte. En chemin, il recruta des hommes, promit de l'or, négocia. Quand il arriva à Veracruz, il ne chercha pas à négocier avec Narvaez. Il attaqua directement, de nuit, sous la pluie. Ce fut une bataille courte et brutale. Les hommes de Cortés, moins nombreux mais déterminés, prirent Narvaez par surprise. Cortés lui-même se battit avec fureur. Narvaez fut blessé à l'œil et capturé. La plupart de ces hommes, voyant leur chef vaincu, se rallièrent à Cortés. En une nuit, Cortés transforma une menace existentielle en victoire totale. Il doubla ses effectifs, acquit de nouveaux canons, de nouveaux chevaux. Il était désormais plus puissant que jamais. Mais cette victoire aurait un prix terrible. À Tenochtitlan, pendant l'absence de Cortés, la situation se détériorait. Les Aztèques préparaient une grande fête religieuse, le Toxcatl, en l'honneur du dieu Tezcatlipoca. Des milliers de nobles et de guerriers se rassemblèrent dans le grand temple pour danser, prier et célébrer. Alvarado, nerveux et méfiant, crut voir dans cette assemblée une menace. Peut-être pensait-il que les Aztèques préparaient une attaque. Peut-être était-il simplement effrayé. Ou peut-être voulait-il montrer sa force. Nous ne savons pas exactement pourquoi il prit la décision qu'il prit. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ordonna à ses hommes d'encercler le temple et de massacrer les participants. Les soldats espagnols, aidés par leurs alliés tlakaltèques, attaquèrent les nobles aztèques désarmés. Ils les poignardèrent, les décapitèrent, les massacrèrent sans pitié. Le sang coula sur les marches du temple. Les cris de terreur résonnèrent dans toute la ville. Ce massacre, connu sous le nom de massacre du Templo Mayor ou massacre du Tocatl, fut un tournant. Les Aztèques, jusque-là relativement passifs, furent pris d'une rage immense. Comment ces étrangers osaient-ils massacrer leurs nobles, profaner leurs temples, insulter leurs dieux? La ville explosa. Les guerriers aztèques attaquèrent le palais où se trouvaient les Espagnols. Alvarado et ses hommes, assiégés, se retrouvèrent piégés. Ils n'avaient plus de nourriture, plus d'eau. Les Aztèques coupèrent les chaussées, empêchant toute fuite. Les Espagnols étaient condamnés. Cortés, victorieux sur la côte, apprit la catastrophe. Il se précipita vers Tenochtitlan avec ses renforts. En juin 1520, il entra dans la ville. Mais l'accueil fut glacial. Pas de foule curieuse, pas de marchands dans les rues. Seulement le silence, lourd, menaçant. Les Aztèques observaient les Espagnols avec haine. Cortés rejoignit Alvarado et ses hommes assiégés dans le palais. Maintenant, tous les Espagnols étaient piégés. La ville entière les entourait, hostile, furieuse. Cortés essaya de négocier. Il ordonna à Moctezuma de parler à son peuple, de calmer les esprits. Moctezuma, brisé, humilié, monta sur le toit du palais et s'adressa à ses sujets. Il les supplia de cesser les combats, d'accepter la paix. Mais les Aztèques, autrefois obéissants, le huèrent. Ils lui lancèrent des pierres et des insultes. Il n'était plus leur empereur. Il était un traître, un lâche, un pantin des envahisseurs. Une pierre l'atteignit à la tête. Il s'effondra. Quelques jours plus tard, Moctezuma mourut. Les Espagnols affirmèrent qu'il était mort de ses blessures. Les Aztèques accusèrent les Espagnols de l'avoir assassiné. La vérité reste incertaine. Mais la mort de Moctezuma marqua la fin de toute possibilité de négociation. Désormais, c'était la guerre totale.
Cortés comprit qu'il devait fuir Tenochtitlan ou mourir. Mais comment? La ville était construite sur un lac, reliée à la terre ferme par seulement quelques chaussées. Les Aztèques contrôlaient les canaux, les ponts. Chaque sortie était une potentielle embuscade. Cortés élabora un plan désespéré. Il fit construire un pont mobile en bois pour franchir les coupures dans les chaussées. Il ordonna à ses hommes de se préparer à partir de nuit, en silence. Le 30 juin 1520, par une nuit pluvieuse et sombre, les Espagnols et leurs alliés tlaxcaltèques tentèrent de s'échapper. Ils emportaient avec eux autant d'or qu'ils pouvaient porter, des trésors pillés dans les palais aztèques. Mais l'or était lourd, encombrant. Les soldats, chargés comme des mules, avançaient lentement. Ils sortirent du palais, traversèrent la place silencieuse, s'engagèrent sur la chaussée de Tlacopan. Au début, tout semblait calme. Trop calme. Puis une alarme retentit. Une conque de guerre résonna dans la nuit. Les Aztèques avaient découvert la fuite. En quelques instants, des milliers de guerriers se déversèrent dans les rues. Des canots attaquèrent les Espagnols sur les flancs depuis les canaux. Des flèches pleuvaient de partout. Les Espagnols, chargés d'or, ne pouvaient pas courir. Beaucoup furent tués. D'autres, tombant dans l'eau, se noyèrent sous le poids de leur propre richesse. Le pont mobile se brisa. Les Espagnols durent franchir les coupures à la nage ou en sautant d'un cadavre à l'autre. C'était un carnage. Les cris, le sang, la confusion. Cortés se battait furieusement, essayant de maintenir un semblant d'ordre. Mais c'était le chaos. Cette nuit, connue sous le nom de Noche Triste, la nuit triste, fut la pire défaite de Cortés. Il perdit plus de 600 soldats espagnols et plusieurs milliers d'alliés indigènes. Presque tous les chevaux furent tués. Tout l'or fut abandonné, les canons perdus. Les survivants, blessés, affamés, épuisés, réussirent finalement à atteindre la terre ferme. Cortés, dit-on, pleura sous un arbre en contemplant le désastre. L'arbre de la Noche Triste, comme il fut appelé, devint un symbole de cette défaite humiliante. Mais Cortés ne se laissa pas abattre. Il réorganisa ses troupes, soigna les blessés, enterra les morts. Quelques jours plus tard, à Otumba, les Aztèques attaquèrent de nouveau. Des dizaines de milliers de guerriers se lancèrent contre les quelques centaines de survivants espagnols. Cela aurait dû être la fin. Mais dans une bataille désespérée, Cortés repéra le chef aztèque portant l'étendard sacré, le symbole de l'armée. Il chargea avec quelques cavaliers, perça les lignes ennemies et tua le chef. L'étendard tomba. Pour les Aztèques, c'était un signe terrible. Leur morale s'effondra. Ils se retirèrent. Les Espagnols avaient survécu, miraculeusement. Ils se réfugièrent à Tlaxcala, où leurs alliés les accueillirent, les soignèrent, les réconfortèrent. Cortés passa plusieurs mois à Tlaxcala, à se rétablir, à planifier. Il savait qu'il devait retourner à Tenochtitlan. Pas seulement pour venger sa défaite, mais parce que toute sa légitimité, toute sa fortune, tout son avenir dépendait de la conquête du Mexique. S'il abandonnait, il ne serait qu'un fugitif, un rebelle déchu. Mais s'il réussissait, il serait un héros, un conquistador, un homme riche et puissant. Cortés reconstruisit son armée. Il recruta de nouveaux soldats espagnols arrivés de Cuba. Il reçut des renforts de Veracruz. Il convainquit de plus en plus de peuples indigènes de se joindre à lui. Après le massacre de la Noche Triste, de nombreux peuples pensaient que les Espagnols étaient finis. Mais la victoire d'Otumba prouva le contraire. Et surtout, Cortés apporta une arme invisible mais dévastatrice, la variole. Les Espagnols, immunisés contre cette maladie, ne savaient pas qu'ils la transportaient. Mais pour les peuples d'Amérique, qui n'avaient jamais été exposés à la variole, c'était une catastrophe. L'épidémie se propagea rapidement, tuant des milliers, puis des dizaines de milliers,
puis des centaines de milliers de personnes. À Tenochtitlan, la variole frappa durement. Le nouvel empereur, Cuitlahuac, qui avait remplacé Moctezuma, mourut de la maladie après seulement 80 jours de règne. Les guerriers, affaiblis, mouraient dans les rues. Les prêtres ne savaient pas comment combattre ce mal inconnu. Les Aztèques, autrefois si puissants, étaient décimés par un ennemi invisible. Cortés n'eut même pas besoin de se battre pour affaiblir l'Empire. La maladie le fit pour lui. En décembre 1520, Cortés lança son offensive finale. Mais cette fois, il changea de stratégie. Il ne tenta pas de prendre Tenochtitlan par assaut. Il décida de l'assiéger. Il fit construire 13 brigantins, des petits navires de guerre, assemblés à Tlaxcala, puis transportés en pièces détachées jusqu'au lac Texcoco, où ils furent rassemblés et mis à l'eau. Ces brigantins donnèrent aux Espagnols le contrôle du lac, coupant les lignes de ravitaillement de Tenochtitlan. Cortés divisa son armée en 3 colonnes, chacune bloquant une chaussée menant à la ville. Les Aztèques étaient encerclés. Peu à peu, les réserves de nourriture s'épuisèrent. L'eau potable manquait. Les cadavres, victimes de la variole et des combats, s'entassaient dans les rues. La puanteur était insupportable. Le nouvel empereur, Cuauhtémoc, un jeune homme courageux et déterminé, organisa une résistance acharnée. Les Aztèques se battirent maison par maison, canal par canal. Chaque jour, les Espagnols et leurs alliés avançaient de quelques mètres, détruisant méthodiquement la ville. C'était une guerre d'usure, cruelle et impitoyable. Les Aztèques, affamés, malades, désespérés, refusaient de se rendre. Ils croyaient que leur Dieu finirait par intervenir, que la pluie viendrait, que les récoltes repousseraient. Mais rien ne vint. Seulement la mort, lente et inexorable. Le 13 août 1521, après 93 jours de siège, Tenochtitlan tomba. Cuauhtémoc, tentant de fuir en canot, fut capturé. Il fut amené devant Cortés. Selon la légende, Cuauhtémoc pointa le poignard de Cortés et dit « Tue-moi maintenant, car j'ai échoué à défendre ma ville. » Cortés, impressionné par son courage, le garda en vie, du moins temporairement. Mais Tenochtitlan n'existait plus. La magnifique capitale, avec ses temples, ses palais, ses jardins, était en ruine. Les canaux étaient remplis de cadavres, les pyramides détruites, les marchés silencieux. On estime que plus de 100 000 personnes moururent pendant le siège. L'Empire aztèque, qui avait dominé le Mexique pendant des siècles, avait cessé d'exister en moins de 2 ans. C'était l'une des conquêtes les plus rapides et les plus brutales de l'histoire. Cortés était désormais le maître du Mexique. Il rebaptisa Tenochtitlan Mexico, future capitale de la Nouvelle-Espagne. Il distribua des terres et des encomiendas à ses hommes. Il récompensa ses alliés indigènes, bien que souvent de manière insuffisante. Les Tlaxcaltèques, qui avaient fourni des dizaines de milliers de guerriers, obtinrent certains privilèges, mais restèrent sous domination espagnole. Cortés envoya des expéditions dans toutes les directions pour soumettre les régions encore indépendantes. Il fit torturer Cuauhtémoc pour qu'il révèle l'emplacement de trésors cachés. On dit qu'on brûla les pieds de l'empereur captif, mais qu'il ne parla pas. Finalement, en 1525, lors d'une expédition au Honduras, Cortés fit exécuter Cuauhtémoc, craignant qu'il ne devienne un symbole de résistance. C'était un acte de lâcheté, une tache de plus sur la réputation déjà sombre de Cortés. Mais la victoire de Cortés ne lui apporta pas la gloire et la reconnaissance qu'il espérait. Le roi d'Espagne, Charles Quint, se méfiait de lui. Cortés était trop puissant, trop indépendant, trop ambitieux. Il avait désobéi à son gouverneur, conquis un empire sans autorisation et se comportait comme un souverain. Charles Quint ne voulait pas de conquistadors trop puissants en Amérique. Il envoya des fonctionnaires royaux pour limiter le pouvoir de Cortés. Il lui retira le titre de gouverneur
et le remplaça par une audiencia, un conseil administratif. Cortés protesta, écrivit des lettres, se plaignit, mais il ne pouvait pas défier ouvertement le roi. En 1528, il retourna en Espagne pour plaider sa cause. Il fut reçu à la cour, honoré, fêté. Charles Quint le nomma marquis de la vallée de Oaxaca et lui accorda de vastes terres. Mais il refusa de le nommer gouverneur. Cortés, frustré, comprit qu'il ne serait jamais plus qu'un sujet, même glorieux. Il retourna au Mexique en 1530, mais son pouvoir réel était limité. Il organisa quelques expéditions vers la Californie, cherchant de nouvelles richesses, de nouvelles gloires. Mais ces expéditions échouèrent, coûtèrent cher et ne lui apportèrent que des déceptions. Les années suivantes furent marquées par des conflits juridiques interminables. Cortés se battit contre les fonctionnaires royaux, contre ses anciens compagnons d'armes qui se sentaient lésés, contre ses créanciers. Il avait dépensé des fortunes dans ses expéditions, ses procès, ses tentatives pour regagner du pouvoir. Ses encomiendas lui rapportaient de l'argent, mais jamais assez. Il se maria de nouveau après la mort de sa première femme, Catalina, dont les circonstances restent mystérieuses. Certains murmurèrent qu'il l'avait assassinée. Il eut plusieurs enfants légitimes et de nombreux enfants illégitimes, dont son fils Martín, né de sa liaison avec la Malinche. Ce Martín, métis, symbolisait la nouvelle réalité du Mexique, un monde né du mélange forcé de deux civilisations. En 1540, Cortés retourna définitivement en Espagne. Il espérait encore obtenir reconnaissance et pouvoir. Mais Charles Quint, occupé par les guerres européennes, ne lui accorda qu'une attention distraite. Cortés vécut ses dernières années dans une quasi-obscurité, amer, désillusionné. Il participa à une expédition militaire en Algérie, cherchant une dernière gloire. Mais ce fut un désastre. Vieux, malade, endetté, il mourut le 2 décembre 1547 à Castillera de la Cuesta, près de Séville. Il avait environ 62 ans. Son corps fut transféré plusieurs fois, du Mexique en Espagne, puis de nouveau au Mexique, comme s'il ne trouvait jamais de repos final. Aujourd'hui, ses restes reposent dans une chapelle de l'hôpital Jesús Nazareno à Mexico, une ville qu'il avait détruite et reconstruite. Alors, qui était Hernán Cortés? Un héros ou un monstre? Un génie stratégique ou un traître sans scrupules? La vérité est qu'il était tout cela à la fois. Il était courageux, intelligent, charismatique, capable de prendre des décisions audacieuses dans des situations impossibles. Mais il était aussi impitoyable, manipulateur, avide, prêt à trahir, massacrer, mentir pour atteindre ses objectifs. Il ne faut pas oublier que la conquête du Mexique ne fut pas seulement l'œuvre de Cortés et de quelques centaines d'Espagnols. Ce fut une guerre civile, une révolte de peuples opprimés contre un empire dominant. Les Tlaxcaltèques, les Totonacs, les Texcocans et d'autres contribuèrent autant, sinon plus, à la chute des Aztèques que les Espagnols. Cortés fut un catalyseur, un manipulateur de génie qui sut exploiter les divisions internes pour servir ses propres intérêts. La conquête du Mexique eut des conséquences monumentales. Elle marqua le début de 3 siècles de domination coloniale espagnole en Amérique. Des millions d'indigènes moururent de maladies, de travaux forcés, de guerres. Leurs cultures furent supprimées, leur religion interdite, leur langue marginalisée. Mais en même temps, un nouveau monde émergea. Le métissage donna naissance à une société complexe, mêlant traditions indigènes, européennes et africaines. Le Mexique colonial devint l'un des territoires les plus riches de l'Empire espagnol, grâce à ses mines d'argent, son agriculture, son commerce. Les villes coloniales, avec leurs églises baroques, leurs palais, leurs universités, témoignent encore de cette période.
L'héritage de Cortés est donc profondément ambivalent. Pour certains, il est un symbole de courage et d'ambition. Pour d'autres, un symbole de violence et de destruction. Au Mexique, son image reste controversée. Longtemps célébré comme un père fondateur, il est aujourd'hui souvent perçu comme un envahisseur, un destructeur de civilisation. Des statues de Cortés ont été déboulonnées, des plaques commémoratives retirées. L'histoire le juge sévèrement, et peut-être à juste titre. Mais au-delà des jugements moraux, l'histoire de Cortés nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Elle nous montre comment un individu, par son audace, son intelligence et son absence de scrupules, peut changer le cours de l'histoire. Elle nous rappelle que les empires, même les plus puissants, peuvent s'effondrer rapidement face à des ennemis imprévus, qu'il s'agisse de maladies, de divisions internes ou de nouvelles technologies. Elle nous montre aussi que l'histoire n'est jamais simple, jamais noire ou blanche. Elle est faite de choix complexes, de trahisons, d'alliances fragiles, de violence et de survie. Cortés était un produit de son époque, une époque de conquête, d'exploration, de fanatisme religieux et de soif de richesse. Mais il était aussi un individu, avec ses propres ambitions, ses propres peurs, ses propres contradictions. L'une des questions les plus fascinantes concernant Cortés est celle de ses relations avec les peuples indigènes. Il eut plusieurs maîtresses indigènes, dont la Malinche, qui joua un rôle crucial dans sa conquête. Que pensait-il vraiment de ces femmes? Les considérait-il comme des êtres humains égaux ou simplement comme des outils? Nous ne savons pas. Ses écrits sont remplis de descriptions pragmatiques, d'observations militaires, de justifications politiques. Mais ses sentiments personnels restent opaques. De même, ses relations avec les Tlaxcaltèques sont complexes. Il les utilisa comme alliés, mais les traita toujours comme des subordonnés. Il promit de les protéger, mais permit à ses hommes de les exploiter. C'était une alliance basée sur l'intérêt mutuel, mais profondément inégale. Un autre aspect souvent négligé de l'histoire de Cortés est le rôle des femmes. La Malinche, bien sûr, est la plus célèbre. Sans elle, Cortés n'aurait jamais pu communiquer avec les Aztèques, comprendre leurs stratégies, négocier avec leurs alliés. Elle fut son interprète, sa conseillère, sa maîtresse. Mais elle fut aussi une figure tragique. Capturée enfant, vendue comme esclave, elle se retrouva prise entre deux mondes. Pour les Espagnols, elle était une alliée précieuse. Pour les Aztèques, une traîtresse. Pour l'histoire mexicaine, elle est devenue un symbole ambivalent, à la fois victime et complice. Le terme malinchisme désigne aujourd'hui au Mexique une préférence pour l'étranger au détriment du national, une trahison culturelle. C'est injuste envers une femme qui n'avait probablement aucun choix réel dans sa situation. Mais cela montre à quel point l'histoire de la conquête reste vivante et douloureuse. Il y eut aussi d'autres femmes importantes dans l'histoire de Cortés. Sa première femme, Catalina Juárez, mourut dans des circonstances suspectes peu après son arrivée au Mexique. Cortés fut accusé de l'avoir étranglée, mais aucune preuve concluante ne fut jamais présentée. Sa deuxième femme, Juana de Zúñiga, était une noble espagnole qui lui donna plusieurs enfants légitimes et lui apporta une certaine respectabilité sociale. Mais leur relation semble avoir été distante. Cortés passa la majeure partie de sa vie loin d'elle, engagé dans ses expéditions, ses procès, ses intrigues. L'un des aspects les plus troublants de l'héritage de Cortés est la destruction culturelle qu'il provoqua. Les Aztèques possédaient des codex, des livres manuscrits illustrés qui racontaient leur histoire, leur mythologie, leurs connaissances scientifiques. La plupart furent brûlés par les Espagnols, considérés comme des œuvres païennes diaboliques. Seuls quelques codex survécurent, cachés ou envoyés en Europe. Cette destruction représente une perte culturelle inestimable. Nous ne saurons jamais vraiment à quel point la civilisation aztèque était sophistiquée, quelles connaissances elle possédait, quelles histoires elle racontait.
Les temples furent démolis, leurs pierres réutilisées pour construire des églises catholiques. Les prêtres indigènes furent tués ou convertis de force. Les langues indigènes furent marginalisées au profit de l'espagnol. Ce fut un ethnocide, une tentative systématique d'effacer une culture entière. Pourtant, les cultures indigènes survécurent, d'une manière ou d'une autre. Elles se mêlèrent à la culture espagnole, créant quelque chose de nouveau. Le catholicisme mexicain, par exemple, intégra de nombreux éléments des religions préhispaniques. La Vierge de Guadalupe, symbole national du Mexique, apparut à un indigène converti et présente des caractéristiques qui rappellent Tonantzin, une déesse aztèque. Les langues indigènes, bien que marginalisées, continuèrent d'être parlées dans les campagnes. Les traditions culinaires, artistiques, musicales mêlèrent influences européennes et indigènes. Le Mexique moderne est le produit de cette fusion complexe et souvent douloureuse. La conquête du Mexique eut également des répercussions mondiales. L'argent extrait des mines mexicaines inonda l'Europe, finançant les guerres de Charles Quint, stimulant le commerce, mais provoquant aussi une inflation massive. Les nouvelles plantes venues d'Amérique, maïs, tomates, pommes de terre, cacao, tabac, transformèrent l'agriculture et l'alimentation européenne. En retour, les Européens apportèrent en Amérique des chevaux, du bétail, du blé, du riz, mais aussi des maladies dévastatrices. Ce fut un échange biologique massif, que l'historien Alfred Crosby appela l'échange colombien, qui remodela les écosystèmes et les sociétés des deux côtés de l'Atlantique. La conquête de Cortés inspira d'autres conquistadors. Francisco Pizarro, un parent éloigné de Cortés, conquit l'Empire Inca quelques années plus tard, en 1532, en utilisant des tactiques similaires. Diviser pour régner, capturer le souverain, exploiter les divisions internes. En quelques décennies, l'Espagne domina la majeure partie de l'Amérique latine. Mais cette domination eut un coût humain effroyable. On estime que la population indigène des Amériques diminua de 90% au cours du XVIe siècle, principalement à cause des maladies, mais aussi à cause de la violence, de l'exploitation et de la désorganisation sociale. Cortés lui-même était conscient de certaines de ces conséquences, mais il les justifiait par des arguments religieux et politiques. Il affirmait agir au nom de la vraie foi, un argument qu'il utilisait pour légitimer ses actions, qu'il étendait le pouvoir du roi d'Espagne, qu'il créait un nouvel ordre. Dans ses lettres à Charles Quint, il décrivait les Aztèques comme des barbares pratiquant des sacrifices humains, méritant d'être conquis et civilisés. C'était un discours typique de l'époque, qui servait à légitimer la violence coloniale. Mais c'était aussi un discours profondément hypocrite. Les Espagnols tuèrent bien plus de personnes que les Aztèques ne l'avaient jamais fait. Ils imposèrent un système d'exploitation brutal, l'encomienda, qui réduisait les indigènes en quasi-esclavage. Ils détruisirent des cultures millénaires au nom de la religion. Ils enrichirent une petite élite coloniale au détriment de millions de personnes. Au fil des siècles, l'image de Cortés évolua. Au XVIe et au XVIIe siècle, il fut célébré en Espagne comme un héros national, un conquistador courageux qui avait étendu l'Empire et apporté la foi chrétienne au Nouveau Monde. Des pièces de théâtre, des poèmes, des peintures le glorifiaient. Au XVIIIe siècle, les Lumières commencèrent à critiquer le colonialisme et la violence de la conquête. Des penseurs comme Bartolomé de las Casas, qui avaient été témoins des atrocités commises en Amérique, dénoncèrent les conquistadors et défendirent les droits des indigènes. Au XIXe siècle, avec les indépendances latino-américaines, Cortés devint une figure controversée. Pour les créoles d'origine espagnole, il restait un fondateur. Pour les mouvements indigénistes et nationalistes, il était un envahisseur et un destructeur. Au XXe siècle, cette vision négative se renforça. Le muraliste mexicain Diego Rivera dépeignit Cortés comme un monstre, un symbole de l'oppression coloniale.
La Révolution mexicaine mit en avant l'héritage indigène et dénonça le colonialisme espagnol. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le débat continue. Certains historiens tentent de présenter une image plus nuancée de Cortés, soulignant la complexité de son époque, les contraintes auxquelles il faisait face, les alliances qu'il forma avec les peuples indigènes. Mais pour beaucoup, il reste un symbole de violence coloniale et de destruction culturelle. L'un des aspects les plus intrigants de l'histoire de Cortés est son talent pour l'écriture. Ses lettres à Charles Quint, connues sous le nom de Cartas de Relación, sont des documents fascinants. Elles mêlent récits d'aventure, justifications politiques, descriptions ethnographiques et demandes personnelles. Cortés savait écrire. Il savait raconter une histoire, créer du suspense, se présenter sous le meilleur jour possible. Ses lettres furent publiées en Europe et contribuèrent à forger sa légende. Elles montrent un homme conscient de sa place dans l'histoire, soucieux de contrôler son image. Mais elles montrent aussi un homme profondément pragmatique, obsédé par la reconnaissance et la richesse. Cortés voulait être célébré, mais il voulait aussi être payé. Il réclamait sans cesse des titres, des terres, des privilèges. Et il se plaignait constamment d'être maltraité par les autorités espagnoles. Cette combinaison d'orgueil et de ressentiment traverse toute sa correspondance. Un autre document important est l'Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, écrite par Bernal Díaz del Castillo, un soldat qui participa à l'expédition. Ce récit, écrit des décennies après les événements, offre une perspective différente de celle de Cortés. Díaz del Castillo admirait Cortés, mais il critiquait aussi son autoritarisme et sa tendance à s'attribuer tout le mérite. Il insistait sur le rôle des soldats ordinaires, dont les efforts et les sacrifices furent souvent oubliés. Son récit est vivant, plein de détails concrets, de descriptions de batailles, de souffrances, de peurs. Il humanise la conquête, la rend moins héroïque et plus réelle. C'est un document précieux pour comprendre ce que ressentaient réellement les conquistadors, au-delà de la propagande officielle. Il faut aussi mentionner les sources indigènes. Après la conquête, certains chroniqueurs indigènes, formés par les missionnaires espagnols, écrivirent des récits de leur propre perspective. Le Codex de Florence, par exemple, compilé par le frère Bernardino de Sahagún avec l'aide d'informateurs indigènes, offre une vision aztèque de la conquête. Ces textes décrivent l'arrivée des Espagnols avec horreur et fascination. Ils mentionnent les présages qui auraient annoncé la catastrophe, comètes, temples en feu, voix prophétiques. Ils décrivent la confusion et la peur de Moctezuma, les débats au sein de l'élite aztèque, la résistance acharnée des guerriers. Ils montrent aussi les souffrances de la population, la famine, la maladie, les massacres. Ces sources sont souvent empreintes de nostalgie et de douleur. Elles pleurent un monde perdu, une civilisation détruite. Mais elles montrent aussi la résilience des peuples indigènes, leur capacité à résister, à s'adapter, à survivre. La question de la responsabilité historique est centrale dans les débats sur Cortés. Peut-on juger les actions d'un homme du XVIe siècle avec les valeurs du XXIe siècle ? Certains historiens pensent que non. Ils arguent que Cortés était un produit de son époque, qu'il agissait selon les normes de son temps, que la conquête était inévitable. D'autres pensent que oui. Ils soulignent que même à l'époque, certaines voix s'élevèrent contre les atrocités de la conquête. Bartholomé de Las Casas, par exemple, dénonça la violence et l'exploitation des conquistadors. Il plaida pour les droits des indigènes, bien que ses propres propositions, comme l'importation d'esclaves africains pour remplacer les indigènes, furent également problématiques. Le débat est complexe et ne peut pas être tranché facilement. Ce qui est certain, c'est que les actions de Cortés eurent des conséquences tragiques pour des millions de personnes, et que ces conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Le Mexique moderne entretient une relation ambivalente avec son passé colonial.
D'un côté, il célèbre son héritage indigène, met en avant les pyramides de Téotihuacan, les temples mayas, l'art préhispanique. De l'autre, il ne peut ignorer que la majeure partie de sa population est métisse, que sa langue est l'espagnol, que sa religion dominante est le catholicisme. Cette dualité se reflète dans les symboles nationaux. Le drapeau mexicain représente un aigle dévorant un serpent, une image tirée de la mythologie aztèque. Mais la capitale s'appelle Mexico, un nom dérivé de Mexica, le nom aztèque, combiné à l'influence espagnole. Les héros nationaux incluent à la fois Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, et des figures de l'indépendance comme Miguel Hidalgo, un prêtre créole. Cortés, lui, reste largement absent de la mémoire officielle. Il n'y a pas de grande statue de Cortés au Mexique, pas de rue importante portant son nom, pas de fête en son honneur. Il est une figure gênante, un rappel d'un passé violent et traumatisant. Pourtant, certains historiens mexicains tentent aujourd'hui de réévaluer Cortés de manière plus nuancée. Ils soulignent que la conquête ne fut pas seulement une invasion espagnole, mais aussi une guerre civile entre différents peuples indigènes. Que les Tlaxcaltèques, par exemple, avaient leurs propres raisons de combattre les Aztèques, indépendamment des Espagnols. Que la chute de Tenochtitlan ne fut pas seulement le résultat de la supériorité technologique espagnole, mais aussi de facteurs internes, épidémies, divisions politiques, épuisement des ressources. Cette approche ne cherche pas à excuser Cortés, mais à comprendre la complexité de l'histoire, à éviter les récits simplistes où les Espagnols sont les méchants et les Aztèques les victimes innocentes. Car les Aztèques eux-mêmes étaient un empire conquérant, qui imposait sa domination par la force, exigeait des tributs écrasants et pratiquait des sacrifices humains massifs. Leur empire était basé sur la terreur et la coercition. Les peuples soumis les haïssaient. Cortés sut exploiter cette haine. Sans elle, il n'aurait jamais réussi. Un autre aspect souvent ignoré est le rôle des maladies dans la conquête. La variole, comme nous l'avons mentionné, tua des centaines de milliers de personnes. Mais ce ne fut pas la seule. La rougeole, la grippe, le typhus, d'autres maladies européennes ravagèrent les populations indigènes. Ces épidémies ne furent pas intentionnelles, du moins au début. Les Espagnols ne comprenaient pas comment les maladies se propageaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient porteurs de germes mortels. Mais l'impact fut dévastateur. Les sociétés indigènes, déjà affaiblies par la conquête, furent incapables de résister à ces épidémies répétées. Les champs n'étaient plus cultivés, les systèmes d'irrigation s'effondraient, les structures sociales se désintégraient. Les survivants, traumatisés, perdirent souvent la volonté de résister. Comment combattre un ennemi invisible qui tue sans pitié ? Beaucoup d'indigènes crurent que leur Dieu les avait abandonnés, que le monde touchait à sa fin. Cette désintégration psychologique et spirituelle facilita la domination espagnole autant que les armes et les chevaux. Il est également important de comprendre le contexte européen de l'époque. L'Espagne du XVIe siècle était une puissance montante, fraîchement unifiée après la Reconquista, la reconquête de la péninsule ibérique sur les musulmans. Les Espagnols étaient imprégnés d'une idéologie de croisade, de mission religieuse. Ils voyaient la conquête des Amériques comme une continuation de la Reconquista, une extension de la chrétienté face aux païens. Cette mentalité justifiait à leurs yeux toutes les violences. De plus, l'Espagne était en compétition avec d'autres puissances européennes, notamment le Portugal, pour le contrôle des routes commerciales et des richesses du Nouveau Monde. La conquête du Mexique donna à l'Espagne un avantage décisif. L'or et l'argent des Amériques financèrent les ambitions impériales de Charles Quint, qui régnait non seulement sur l'Espagne, mais aussi sur une grande partie de l'Europe. Cortés, à sa manière, contribua à faire de l'Espagne la superpuissance du XVIe siècle. Mais cette richesse eut aussi des effets pervers. L'afflux massif d'or et d'argent provoqua une inflation galopante en Europe, déstabilisant les économies.
L'Espagne, malgré ses immenses richesses coloniales, s'endetta lourdement pour financer ses guerres incessantes. Elle devint dépendante des métaux précieux américains, négligeant le développement de son économie intérieure. À long terme, cette dépendance affaiblit l'Espagne. D'autres nations, comme l'Angleterre et la France, développèrent des économies plus diversifiées et finirent par surpasser l'Espagne. Au XVIIe siècle, l'Empire espagnol commença à décliner. Les colonies américaines, de plus en plus autonomes, échappèrent progressivement au contrôle de Madrid. Au XIXe siècle, elles devinrent indépendantes. L'héritage de Cortés et des conquistadors fut donc ambivalent, même pour l'Espagne. Ils apportèrent des richesses immenses, mais aussi des problèmes structurels qui affaiblirent le pays à long terme. Revenons à Cortés en tant qu'individu. Que pensait-il vraiment de ce qu'il faisait ? Se considérait-il comme un héros, un serviteur de Dieu, un aventurier pragmatique ? Ses écrits suggèrent un mélange de tout cela. Il était profondément religieux, du moins selon les standards de son époque. Il justifiait ses actions par la nécessité de convertir les païens au christianisme. Il faisait ériger des croix partout où il passait, détruisait les idoles, forçait les prêtres indigènes à se convertir. Mais il était aussi profondément cupide. Il voulait de l'or, beaucoup d'or. Il en réclamait constamment à Moctezuma, pillait les temples, exigeait des tribus. Et il voulait la gloire. Il voulait être reconnu, célébré, immortalisé. Il écrivait ses lettres à Charles Quint avec un soin méticuleux, se présentant toujours sous le meilleur jour, minimisant ses échecs, exagérant ses succès. Il était un homme de contradiction, capable de grande cruauté, mais aussi de charme et d'intelligence. Il pouvait massacrer une ville un jour et négocier diplomatiquement le lendemain. Il était à la fois un génie stratégique et un opportuniste sans scrupules. Ses relations avec ses propres hommes étaient complexes. Certains l'adoraient, le suivaient aveuglément, croyaient en lui. D'autres le détestaient, le trouvaient arrogant, égoïste, tyrannique. Il y eut plusieurs complots contre lui, des tentatives de mutinerie. Cortés les réprima impitoyablement, exécutant ou emprisonnant les conspirateurs. Il savait maintenir la discipline, inspirer la loyauté par la promesse de richesse et la peur du châtiment. Mais il savait aussi être généreux quand cela servait ses intérêts. Il récompensait ses fidèles, partageait le butin, du moins partiellement. Il était un leader efficace, mais pas nécessairement un leader aimé. Sa vie après la conquête fut marquée par l'amertume et la frustration. Il avait accompli l'impossible, conquis un empire, changé le cours de l'histoire. Mais il ne reçut jamais la reconnaissance qu'il estimait méritée. Il fut constamment en conflit avec les autorités espagnoles, qui le voyaient comme un danger potentiel. Il passa des années à écrire des lettres, à plaider sa cause, à demander des faveurs. Il mourut presque oublié, loin du Mexique qu'il avait conquis. C'est une fin triste et ironique pour un homme qui avait tant cherché la gloire. Aujourd'hui, 500 ans après la conquête, l'héritage de Cortés continue de diviser. En 2019, lors du 500e anniversaire de l'arrivée de Cortés au Mexique, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador demanda à l'Espagne et au Vatican de présenter des excuses pour les atrocités de la conquête. L'Espagne refusa, arguant qu'on ne peut juger le passé avec les critères d'aujourd'hui, et que la conquête avait aussi apporté des aspects positifs, comme la langue, la religion et la culture espagnole. Ce débat montre que les blessures de la conquête ne sont pas guéries, que la mémoire reste vive et douloureuse. L'histoire de Cortés nous confronte à des questions fondamentales sur la nature de l'histoire elle-même. Qui écrit l'histoire ? Les vainqueurs, généralement. Pendant des siècles,
L'histoire de la conquête fut racontée du point de vue espagnol, glorifiant Cortés et les conquistadors. Ce n'est que récemment que les historiens ont commencé à intégrer les perspectives indigènes, à reconnaître la complexité et l'ambiguïté de cette histoire. Mais même aujourd'hui, les sources sont déséquilibrées. Nous avons beaucoup de documents espagnols, mais relativement peu de documents indigènes. Et ceux que nous avons furent souvent produits sous surveillance espagnole, influencés par les attentes des colonisateurs. Reconstruire la véritable expérience des peuples conquis reste un défi immense. Un aspect fascinant et souvent négligé de la conquête est le rôle de la religion. Les Espagnols ne venaient pas seulement pour l'or, ils venaient aussi pour sauver des âmes. Les missionnaires franciscains, dominicains, augustins qui arrivèrent après les conquistadors voyaient la conquête comme une opportunité d'évangélisation. Ils apprenaient les langues indigènes, créaient des écoles, traduisaient la Bible, construisaient des églises. Certains, comme Bartolomé de las Casas, défendaient les indigènes contre les abus des colonisateurs. D'autres participaient activement à la destruction des cultures indigènes. La christianisation fut imposée, souvent par la force. Les temples furent démolis, les prêtres indigènes exécutés ou convertis, les rituels interdits. Mais les indigènes n'acceptèrent pas passivement cette imposition. Ils adaptèrent le christianisme à leur propre tradition, créant des formes syncrétiques de religion. Les saints catholiques furent identifiés à d'anciennes divinités. Les fêtes chrétiennes incorporèrent des éléments de rituels préhispaniques. Le résultat fut un catholicisme mexicain unique, différent du catholicisme européen, profondément marqué par les influences indigènes. La conquête du Mexique marqua également le début d'un système racial complexe et oppressif. Les Espagnols créèrent une hiérarchie sociale basée sur la race et le lieu de naissance. Au sommet se trouvaient les peninsulares, les Espagnols nés en Espagne. Ensuite venaient les criollos, les Espagnols nés en Amérique. Puis les mestizos, les métis d'Espagnols et d'indigènes. Plus bas se trouvaient les indigènes, et tout en bas, les esclaves africains importés pour travailler dans les plantations et les mines. Ce système, connu sous le nom de castas, fut codifié légalement et influença tous les aspects de la vie coloniale. L'accès aux emplois, aux terres, à l'éducation, à la justice. Il créa des divisions profondes dans la société mexicaine, des divisions qui persistent encore aujourd'hui sous des formes différentes. Le métissage, cependant, fut une réalité incontournable. Les conquistadors prirent des femmes indigènes comme maîtresses, parfois épouses. Les enfants métis devinrent de plus en plus nombreux. Au fil des générations, les distinctions raciales se brouillèrent. Aujourd'hui, la grande majorité des Mexicains sont métis, descendant à la fois des Espagnols et des indigènes. Cette réalité démographique fait de la conquête un événement fondateur, mais aussi profondément traumatisant. Les Mexicains sont, d'une certaine manière, les descendants à la fois des conquérants et des conquis. Cette dualité se reflète dans l'identité nationale mexicaine, qui cherche à honorer l'héritage indigène tout en reconnaissant l'influence espagnole. La figure de la Malinche est particulièrement importante dans ce contexte. Elle symbolise le métissage, mais aussi la trahison et la collaboration. Elle est à la fois mère de la nation métisse et symbole de la soumission aux envahisseurs. Cette ambivalence se reflète dans l'usage du terme malinchisme pour désigner la préférence pour l'étranger. Mais des historiens féministes ont récemment tenté de réhabiliter la Malinche, soulignant qu'elle était une esclave sans pouvoir réel, qui fit ce qu'elle devait pour survivre dans des circonstances impossibles. Elle utilisa son intelligence et ses compétences linguistiques pour naviguer dans un monde en plein chaos. La juger comme une traîtresse, c'est ignorer les contraintes auxquelles elle faisait face et les violences qu'elle subissait. Revenons à la question centrale. Cortés était-il un héros ou un méchant ? La réponse dépend de la perspective.
Du point de vue espagnol traditionnel, il était un héros qui étendit l'Empire et apporta la civilisation et la foi chrétienne au Nouveau Monde. Du point de vue indigène, il était un envahisseur brutal qui détruisit des civilisations et provoqua des souffrances incommensurables. Du point de vue historique moderne, il était un homme de son temps, ambitieux, intelligent, impitoyable, qui exploita une situation complexe pour servir ses propres intérêts. Il ne faut pas le diaboliser au point d'en faire un monstre unidimensionnel, ni le glorifier au point d'ignorer les atrocités qu'il commit. Il était humain, avec toutes les contradictions que cela implique. L'une des leçons les plus importantes de l'histoire de Cortés est la fragilité des empires. L'empire aztèque semblait invincible. Il dominait des millions de personnes, possédait une armée puissante, des villes magnifiques, une culture sophistiquée. Pourtant, il s'effondra en moins de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il était basé sur la coercition plutôt que sur le consentement. Parce que les peuples conquis attendaient une occasion de se révolter. Parce que des ennemis externes purent exploiter ces divisions internes. Et parce qu'une série de facteurs imprévisibles, la variole, la capture de Moctezuma, la stratégie de Cortés, convergèrent pour créer une catastrophe. Cette leçon reste pertinente aujourd'hui. Les systèmes politiques qui reposent sur la force et l'oppression sont toujours vulnérables. Les divisions internes peuvent être exploitées par des adversaires. Les événements imprévisibles peuvent changer le cours de l'histoire. Un autre enseignement est l'importance de la communication et de la négociation. Cortés réussit en grande partie parce qu'il pouvait communiquer avec les peuples indigènes grâce à la Malinche et Jerónimo de Aguilar. Il comprit rapidement les divisions internes de l'Empire aztèque et sut les exploiter. Il négocia des alliances, promit des avantages, menaça et cajola. Sans ses compétences diplomatiques, il n'aurait jamais pu conquérir le Mexique, quelle que fût la supériorité de ses armes. La conquête ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut aussi une victoire diplomatique et psychologique. Enfin, l'histoire de Cortés nous rappelle que les conséquences de nos actions peuvent dépasser largement nos intentions. Cortés voulait de l'or et de la gloire. Il obtint les deux, mais il déclencha aussi des processus qui transformèrent le monde entier. La colonisation des Amériques, l'échange colombien, le système colonial, le métissage, la mondialisation, tout cela découle en partie de la conquête du Mexique. Cortés n'avait certainement pas prévu ou voulu toutes ces conséquences, mais elles se produisirent néanmoins. Cela nous rappelle que l'histoire est imprévisible, que nos actions ont des effets en cascade que nous ne pouvons pas toujours anticiper. Aujourd'hui, plus de 500 ans après la naissance de Cortés, son héritage reste vivant et controversé. Les historiens continuent de débattre de son rôle, de ses motivations, de ses actions. Les descendants des peuples conquis continuent de vivre avec les conséquences de la conquête. Le Mexique moderne, avec sa culture riche et complexe, est le produit de cette rencontre violente entre deux mondes. Cortés lui-même, cet homme ambitieux, intelligent, impitoyable, reste une figure énigmatique, à la fois fascinante et répugnante. Il nous rappelle que l'histoire n'est jamais simple, que les héros et les méchants sont souvent les mêmes personnes vues de différents angles, et que comprendre le passé nécessite de regarder au-delà des mythes et des légendes pour voir la réalité complexe et souvent douloureuse qui se cache derrière.